source de vie de toutes choses, foyer de milliards d'étoiles, chacune ayant sa place dans l'ordre céleste, toutes étant gouvernées par la loi infinie du cosmos. Tandis que l'énergie de l'univers, toujours en expansion, continue de croître dans une mer de fusion et de création, la profondeur infinie de la réalité cosmique s'étreint elle-même dans la structure de la destinée et la conscience de l'humanité grandit en accord avec les lois cosmiques. Depuis sa naissance, le genre humain a regardé en direction des étoiles, comme s'il obéissait à une force inconnue qui lui disait « Tu n'es pas seul, tu fais partie de l'évolution de l'univers et tu te diriges vers une ère de connaissance plus élevée. » Avec sa complexité infinie et son influence indéniable, l'univers en expansion est le kaléidoscope des rêves humains. Grâce à de nouvelles attitudes et à de nouvelles approches, notre compréhension grandit, emmenant la science vers de nouveaux horizons. Nous commençons enfin à saisir la signification du précepte suprême inscrit sur le portique de Delphes « Connais-toi toi-même ». Aujourd'hui, nous avons un nouveau concept de la science qui prouve que tous les systèmes naturels, des minéraux à l'homme, héritent d'une mémoire collective de leur genre. L'un des grands pionniers qui a réalisé une percée dans ce domaine est le professeur Rupert Sheldrake, biologiste dont les remarquables découvertes ont ébranlé les fondements de la science établie. Tout mon travail repose sur l'idée de l'univers en évolution. Jusqu'en 1966, la plupart des gens voyaient l'univers comme quelque chose d'essentiellement statique, surtout les physiciens. L'idée était que l'évolution se produit sur Terre dans les domaines biologiques et humains, dans un univers qui est au mieux statique, au pire en train de s'arrêter, un univers qui ralentit plutôt qu'il évolue. Depuis 1966, nous avons l'idée d'un cosmos en évolution, une évolution en cosmologie. Et cela change tout, car maintenant, nous voyons l'évolution biologique dans le contexte de l'évolution cosmique. Et l'idée d'évolution cosmique nous donne à penser que la physique, la chimie, tout est en train d'évoluer. D'où mon interrogation. Si tout est en train d'évoluer, pourquoi les lois de la nature n'évolueraient-elles pas elles aussi, comme toute habitude? C'est l'essentiel de mon travail sur la résonance des formes. Et il dépend entièrement de la perception que j'ai de l'évolution de l'ensemble de la nature. La conscience de notre héritage fondamental est inhérente à notre être. L'éveil de la sagesse de l'ensemble est inexorablement gravé au sein de l'essence de notre esprit. L'influence de la motivation à la concrétisation est à la base de notre existence et est prévisible dans le cours de notre évolution. Les pyramides témoignent des merveilles de notre passé. Elles mettent leurs réserves d'énergie issues du cosmos au service d'une autre civilisation en vue d'un éventuel besoin. D'après ce que nous savons, ces citadelles tirent leurs origines d'un passé très lointain. C'est le propre de l'homme civilisé que d'édifier de telles structures tournées vers la source de pouvoirs inconnus. Le défi des réalisations futures est la force motrice du progrès humain. Du fond des âges, les traditions culturelles et artistiques nous rappellent la visite de professeurs venus du cosmos. Ces traditions datent de l'époque où des engins spatiaux issus d'autres mondes sont arrivés sur Terre. Les faits historiques apportant la preuve de fréquentes visites d'extraterrestres ont été révélés par Erich von Däniken.
Eric von Daniken est un écrivain à succès qui a étudié la relation existant entre les vestiges archéologiques et la présence des extraterrestres. Nous sommes influencés par des extraterrestres depuis des milliers d'années et nous continuerons à l'être dans l'avenir. Tout sera influencé jusqu'à ce que l'homme ait atteint sa plénitude. Autrement dit, quand une pomme est mûre, elle tombe de l'arbre, environ 2 jours plus tard. C'est pareil dans la pensée globale. Les extraterrestres nous influencent aujourd'hui. Ils influencent des personnalités éminentes qui, de ce fait, pensent positivement et influencent les autres à leur tour. Il y a ainsi un courant constant d'énergie, de pensées nouvelles, d'idées nouvelles aussi, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a des milliers d'années, les ancêtres des Indiens du Pérou avaient une civilisation extrêmement avancée. Ce peuple vivait dans la jungle de l'Amérique du Sud. Ces traditions évoquent la visite d'hommes venus de l'espace. On trouve dans leurs réserves de la région de Nazca d'étonnantes lignes géométriques gravées à même le sol et connues pour être un site de pistes d'envol et d'atterrissage d'engins volants. On y a trouvé des objets très anciens qui ressemblent beaucoup à nos avions d'aujourd'hui. Les étonnants motifs relevés dans certains champs d'Angleterre ont suscité un grand intérêt et on peut se poser la question d'un éventuel rapport avec les dessins géométriques du Pérou. Eric von Daniken, écrivain. Je connais bien les Indiens Hopi qui vivent aujourd'hui en Arizona. Mais leurs traditions disent qu'il y a des milliers d'années, ils étaient établis en Amérique du Sud. Et que c'est à cette époque qu'ils ont été déplacés par des visiteurs extraterrestres, appelés Kachinas. Les Kachinas ont sauvé les Indiens Hopi quand leur continent a menacé de sombrer. Ces êtres célestes, les Kachinas, sont les professeurs des Indiens Hopi. Et aujourd'hui encore, les Hopi fabriquent des figurines représentant les Kachinas pour la nouvelle génération, de sorte que nul ne puisse oublier la visite des initiateurs venus de l'espace. Aujourd'hui encore, les Hopis sont convaincus que les Kachinas reviendront sur Terre un jour. Il est intéressant de noter qu'en montrant à barbe blanche l'un des membres les plus âgés des Indiens Hopi, des photos des sites mayas de Tikal et de celui de Palenque, il est devenu tout excité et a dit « Nous comprenons cela. Nos ancêtres les ont construits selon les indications des Kachinas. » L'immense source d'énergie du cosmos peut être domestiquée et concentrée pour constituer une forme d'énergie électrique et magnétique très puissante. Cette énergie a un grand potentiel destructeur et le pouvoir de la contrôler ne peut être donné qu'à des gens dotés d'une compréhension et d'une sagesse élevée. Des réserves de cette énergie ont été constituées dans les grandes pyramides par une autre race, il y a des milliers d'années, quand ces appareils avaient besoin de se réapprovisionner lors de vols de reconnaissance à travers l'univers. Ces unités d'approvisionnement ont été édifiées à l'intérieur de la structure protectrice des pyramides afin que nul ne puisse les découvrir. Tandis que le monde s'interrogeait sur ces mystérieux monuments égyptiens, nos sondes spatiales localisaient d'étranges pyramides semblables sur Mars. Johannes von Buchlar, astrophysicien, écrivain. Nous avons trouvé de très anciennes structures sur Mars, des pyramides, et en particulier un grand visage humanoïde regardant vers le ciel. Toutes les recherches menées sur Mars, grâce aux sondes Viking, montrent assez clairement que Mars a été dans le passé, disons, différente. La composition physique indique un système écologique et les pyramides, justement, indiquent de façon vraiment claire qu'il ne peut s'agir de structures naturelles. Je suis persuadé qu'elles sont artificielles. Le visage humain ou humanoïde de Mars montre qu'il y a eu des visiteurs dans le passé, il y a très longtemps.
Ils étaient humanoïdes. La lecture des premiers chapitres de la Sainte Bible fait apparaître de nombreux récits de la visite sur Terre de guides venus du ciel sur des chariots de feu porteurs d'informations d'une grande sagesse. Ils disaient qu'ils avaient toujours été dans le ciel et qu'ils y retourneraient un jour. Cette prophétie de la Bible est tirée du message des visiteurs. Comment l'homme moderne s'y est-il pris pour interpréter ces indices sacrés ? Les visionnaires du passé ont perçu la structure du cosmos et son but. L'esprit vivant des éléments est un miroir chargé de perception et d'énergie sans cesse changeant. La spirale de cette conscience intelligente est la conséquence de l'équilibre harmonique de l'univers. À l'intérieur du cercle toujours en évolution de la régénération cosmique se trouve la force vitale de progression à travers laquelle se forme la mémoire universelle de l'intuition. Léonard de Vinci était un grand visionnaire. Il a compris la signification de l'hologramme de l'homme par rapport à sa place dans l'ordre de l'univers. Parmi les premiers astronomes, nombreux sont ceux qui ont étudié le ciel d'un point de vue principalement idéologique. Galilée s'est appliqué à analyser le cosmos dans le seul but de découvrir les lois qui le régissent. Kepler croyait dans la loi des relations conditionnelles selon laquelle toute expérience scientifique peut être résolue par l'utilisation des mathématiques. L'harmonie mathématique est décelable dans chaque chose du monde réel. Il a eu également l'intuition des voyages dans l'espace, et ce, dès le début du XVIIe siècle. Dans une lettre à Galilée, il écrivait « Créons des vaisseaux et des voiles adaptés à la voûte céleste, et leurs passagers n'auront pas peur du vide. En attendant, nous préparerons pour ces courageux voyageurs du ciel la carte des déplacements des corps célestes. Je le ferai pour la Lune, et vous, Galilée, pour Jupiter. » Isaac Newton a passé de nombreuses années à étudier l'alchimie, les entités cosmiques et l'âme du monde. Sa loi de la gravitation universelle implique une vision sacrée. Toute particule de matière attire les autres particules. Tout est en intercommunication, mais de l'avis de Newton, une telle force ne peut émaner des particules elles-mêmes. Elles n'ont pas un tel pouvoir d'attraction. Cette force gravitationnelle dépend plutôt de Dieu, dit Newton. C'est l'expression de sa volonté. Cet aspect de la pensée de Newton a cependant été vite oublié. Les forces cachées interférant dans l'espace ont vite été attribuées à la matière elle-même. Elles proviennent de la matière elle-même plutôt que de Dieu. Quand Dieu fut finalement complètement éliminé de la vision de Newton, il ne resta plus que l'équilibre universel. L'univers est basé sur un équilibre espace-temps absolument mathématique, contenant des forces et de la matière inerte et totalement gouverné par une loi mathématique interne. Tout comme Kepler, Einstein était lui aussi fortement imprégné du sens de la rationalité mathématique de l'univers. Il écrivait « L'individu ressent la futilité des désirs et des buts humains et la sublimité et l'ordre merveilleux qui se révèlent tous deux dans la nature et dans le monde de la pensée. » L'existence individuelle lui apparaît comme une sorte de prison et il veut faire l'expérience de l'univers comme d'un ensemble unique, magnifique. Quelle profonde conviction de la rationalité de l'univers et quel ardent désir de comprendre Kepler et Newton ont-ils dû éprouver pour avoir passé des années de travail solitaire à démêler les principes de la mécanique céleste. Seul celui qui a voué sa vie à des buts semblables peut comprendre de façon manifeste ce qui a inspiré ces hommes et leur a donné la force de rester fidèles à leurs objectifs en dépit des échecs sans nombre. Depuis 10 000 ans, l'homme a essayé de se mettre en parallèle avec le cosmos. Le concept d'un univers en évolution qui a commencé avec des dieux venus des étoiles
des vaisseaux spatiaux et des télescopes, nous emportera vers une vie totalement nouvelle. Chris Griscom est la fondatrice de l'Institut mondial de la lumière et de l'école Nizhoni pour la conscience globale. Elle enseigne l'harmonie de l'homme selon sa place dans l'univers et les niveaux de conscience de l'esprit appliqués aux lois cosmiques. Tout est vivant. Tout. À l'intérieur ainsi qu'au-delà de nos champs perceptifs, à l'étincelle de vie. L'univers n'est que l'expression de ce que nous pouvons toucher, sentir et voir. Nous sommes faits d'atomes de carbone. Les étoiles sont faites d'atomes de carbone. La Terre est faite d'atomes de carbone. Nous nous interpénétrons et nous évoluons tous à l'intérieur du même milieu. Quand une conscience est capable de ressentir cela à la manière d'un enfant, pour un enfant, un caillou est vivant et parle. Un oiseau aussi ou une plante. Il a ainsi l'occasion de s'identifier avec l'univers. Nous avons perdu cette identification. Il est nécessaire pour nous aujourd'hui d'aller au-delà de la compression de notre vie quotidienne afin de comprendre le but de notre existence. L'univers nous fournit une magnifique toile de fond pour y arriver et la capacité de poursuivre au-delà des limites de notre petit moi et de regagner ce sens d'appartenir à quelque chose de plus grand que notre individu. Alors nous nous tournons en direction du ciel dans l'espoir d'y trouver une compréhension plus grande de nous-mêmes afin de participer à la quête de la connaissance universelle et de tendre nos mains à la recherche d'éventuels voisins cosmiques. Johannes von Butler. Si nous considérons que la plupart des étoiles de la Voie lactée sont 2 fois plus vieilles que notre Soleil, soit 10 milliards d'années, alors il peut évidemment y avoir d'anciennes civilisations très avancées. Des civilisations qui ont développé les voyages interstellaires. Alors ma réponse serait, il est probable, pas seulement possible, mais probable, que des voyageurs extraterrestres voyagent vers d'autres systèmes solaires, d'autres systèmes planétaires. Donc, nous devrions nous attendre à avoir des visiteurs extraterrestres dans notre système solaire, qui observent la civilisation humaine. Aussi fantastique que cela puisse paraître, des photographies d'appareils volants inconnus, appelés OVNI, ont été prises à travers le monde, retenant l'attention du public depuis des décennies. Cette photo a été prise au Brésil en 1978. Ceci a été photographié en Suisse en 1975. Ces 2 ovnis ont également été photographiés en Suisse en 1975. Cette photo a été prise en 1971 en Australie. Cet objet a été vu au Canada en 1987. Cet ovni a été photographié en Allemagne en 1977. Cette photo a été prise en Colombie en 1971. Cette photo d'un objet brillant a été prise à Charleston, en Caroline du Sud, en 1980. Encore une photo prise en Suisse en 1975. Cet ovni déployant une vapeur gazeuse a été photographié en 1974 au Danemark. Celui-ci a été vu en 1977 en Uruguay. Un ovni en Indonésie photographié en 1974. Ces 3 boules lumineuses ont été photographiées à Barcelone en 1978.
Chaque année, un nombre croissant de photographies d'OVNI sont prises par des témoins à travers le monde, donnant de nouvelles preuves de l'existence de visiteurs extraterrestres. En 1946, George Adamski, professeur de philosophie, a pris le premier film d'un engin spatial extraterrestre. Celui-ci montre un étrange schéma de vol. Cette photo montre 3 boules sous l'appareil servant de condensateur pour l'électricité statique. Ce film, pris aussi par Adamski, montre une sorte de disque décrit comme étant un appareil de reconnaissance très petit, mais d'une grande technologie. Adamski était un astronome amateur possédant un télescope de 15 cm et qui scrutait le ciel depuis les pentes du mont Palomar. En 1946, il a observé un immense ovni en forme de cigare et a été stupéfait de voir sortir plusieurs ovnis de ce vaisseau mère. Il a pu prendre une série de photos de cet étonnant phénomène. Après avoir pris de nombreuses photos ainsi que des films de ces machines volantes extraterrestres, Adamski vécut un événement qui allait changer sa vie. Le 20 novembre 1952, il a son premier contact avec un visiteur extraterrestre d'apparence humaine. Alors qu'il marche dans le désert de l'Arizona, il se trouve soudain face à face avec un extraterrestre debout à côté de son engin spatial posé au sol. L'extraterrestre dit à Adamski que leur rencontre n'est pas due au hasard et qu'il est porteur d'un message. Il vient nous avertir du danger que nous créons en utilisant l'arme nucléaire. Il dit que la race humaine n'a aucune idée de ses effets très puissants et à la longue mortels tant sur elle-même que sur sa planète, et que l'explosion continue de telles bombes peut un jour ou l'autre mettre en danger ses voisins cosmiques. Il demande à Adamski de répandre ce message. Le visiteur extraterrestre lui promet ensuite de revenir le rencontrer. Adamski sera par la suite emmené dans l'espace et, lors de ses voyages, des messages plus significatifs lui seront transmis afin d'aider la race humaine à avoir un autre point de vue du monde. Adamski consacre son temps à répandre le message des visiteurs et se trouve ainsi contacté par un commandant des forces aériennes danoises, Hans Petersen. Hans Petersen. Après ce contact dans le désert, George Adamski a eu le sentiment que les choses n'en resteraient pas là. Au cours d'un vol, il a fait plusieurs vols, mais au cours de l'un d'eux, il a été amené à bord d'un vaisseau mère, qui est un très très grand vaisseau, qui apporte d'autres véhicules dans notre atmosphère. À l'intérieur, il a rencontré beaucoup de monde, entre autres un vieil homme, disons un sage, qui lui a dit les raisons de leur présence ici et ce que nous avions fait de mal sur Terre. Et à la suite de ces expériences, George a écrit un livre, À l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Dans ce livre, Adamski décrit en détail la technologie très avancée utilisée dans les vaisseaux spatiaux et fournit des renseignements techniques sur des systèmes de propulsion magnétique et gravitationnelle basés sur une énergie puisée dans l'univers. Il décrit également une sorte de poteau central traversant le vaisseau de haut en bas et servant de périscope à fort grossissement et permettant aux visiteurs d'observer au-dessus et au-dessous du vaisseau. Les amis extraterrestres d'Adamski lui ont remis un pendentif à porter autour du cou, lui disant qu'il augmenterait ses capacités télépathiques et lui permettrait de rester en contact avec eux. Un autre témoin a été lui aussi vraiment ébranlé par son expérience après avoir vu et photographié un ovni. Le docteur Fry était ingénieur en fusée et chef d'une équipe de scientifiques employés par le gouvernement américain au centre d'essai des Sables Blancs au Nouveau-Mexique quand il a pris ses films et ses photos. C'est le 4 juillet 1949 que le docteur Fry est contacté pour la première fois par des visiteurs extraterrestres. Il l'informe que l'humanité vit en danger d'autodestruction totale à cause des moyens qu'elle a elle-même créés et que la technologie de la Terre a progressé plus vite que la capacité de l'homme à se contrôler lui-même. On lui dit que la paix est le résultat automatique de la compréhension entre les hommes et les races, et que cette compréhension des êtres humains est la clé ouvrant sur un monde uni. Dr Daniel Fry. Le plus significatif dans l'expérience que j'ai eue
C'est probablement d'avoir découvert que le but principal de cette invasion, c'est de garder cette planète en vie et que nous nous dirigeons vers une ère de controverses qui pourrait aboutir à un déplacement de toute l'humanité, car nous avions appris ces techniques sans apprendre à nous entendre les uns avec les autres. When those among you responsible for your scientific achievements realize the significance of the destructive forces you are creating, only then will you understand that you are destroying your living planet, which is responsible for your very existence. We are here to advise, guide, and encourage you to turn your eyes towards the creation of a planet of peace and understanding, where your invention and universal ability coexist with the creative force of the cosmos. We are your brothers of the Galactic Federation, who wish only to have you by our side. We cannot join you until your thoughts turn from self-destruction to the eternal law of universal knowledge and understanding. Le docteur Fry écrit ensuite un livre qu'il intitule « Aux hommes de la Terre » et dans lequel il fait le récit de ses expériences et de ses contacts avec les visiteurs spatiaux. Il voyage et donne des conférences afin de répandre le message de ses amis extraterrestres. Il s'attire le soutien de gens issus de toutes les couches de la société. Hans Petersen. Nous sommes sortis et nous avons vu un vaisseau spatial en vol qui est passé près de nous et a tourné en direction du sud. Il est revenu vers nous, est passé au-dessus de nos têtes et a disparu au nord. 1 heure plus tard, il est revenu volant à basse altitude. Il est passé devant la Lune qui s'est élevée entre-temps et on a pu voir que c'était une soucoupe du type Adamski. J'ai été vraiment très près d'eux. J'ai vu les disques télémétriques, les petites soucoupes volantes qui font des reconnaissances. Elles étaient à 75 mètres. 2 d'entre elles. J'en ai vu une disparaître sur ma terrasse. J'ai vu des soucoupes volantes du type George Adamski. À 200 mètres environ, devant ma voiture. J'ai vu 2 soucoupes volantes atterrir. Et dans les 2 cas, j'étais avec ma femme. Alors j'ai un témoin. Le fondateur de la société allemande des ovnis, Karl Veit, est aussi un éditeur spécialisé sur le sujet. Il a publié des livres écrits par certains contacts des extraterrestres et s'est rendu compte de la valeur de ces informations. Karl Veit. Nous étions 12 assis dans le jardin. Et les photos ont été montrées par cet homme de la télévision. Je les ai réexpliquées aussi bien que j'ai pu. Au milieu de mes explications, la petite fille, le membre le plus jeune de cette famille, a crié « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Nous étions alors tous en train de regarder l'écran. Nous avons regardé dans la direction qu'elle indiquait et avons vu un grand et magnifique ovni à la verticale au-dessus de nous. Enfin, presque à la verticale. Nous étions bien sûr tous étonnés. Nous l'avons fixé, puis avons agité nos mains. Et d'une certaine façon, nous l'avons remercié d'être venu pendant la conférence. Et de nous avoir salués comme pour dire oui, c'est de nous dont vous êtes en train de parler. Anthony Dodd est un agent de police britannique à la retraite qui a eu un contact étroit avec un ovni. Depuis, il est devenu directeur de recherche à Quest International, la plus grande organisation d'études des ovnis en Europe. Anthony Dodd. Je conduisais une voiture de patrouille dans un coin reculé du Yorkshire quand j'ai vu la plus étonnante machine volante discoïde qui soit. Cette machine était à peu près à une centaine de mètres au-dessus de la route. Elle était d'un blanc étincelant. Elle avait des lumières de couleur tournant au-dessous d'elle. Elle était surmontée d'un dôme et avait des sortes de portes. Elle n'allait pas à plus de 30 km à l'heure. Mais le plus étrange, c'est qu'elle était silencieuse. C'est la chose la plus étonnante que j'ai jamais vue. C'était sans nul doute un véritable ovni. J'en suis convaincu. Ça ne ressemble en rien à ce que nous connaissons et qui vole. Ça a eu un effet sur la radio de ma voiture.
Ça a brouillé toutes les transmissions par de grosses interférences. L'objet s'est éloigné et a disparu au loin, semblant atterrir dans une forêt sur la colline. Hans Petersen. George Adamski m'a dit un jour qu'ils étaient présents dans tous les pays, à travers le monde. Ils vivaient parmi nous, travaillaient. Un jour, il en a rencontré un couple à New York, sur la 5e avenue. Il regardait la vitrine d'une boutique, et un couple avec un petit garçon l'a dépassé. Il a eu l'étrange sentiment qu'il venait de l'espace. Il leur a envoyé une pensée. Venez-vous de l'espace? Si oui, revenez. Ils ont fait demi-tour et sont revenus. Et lui ont dit, votre pensée est exacte. Et dans ce sens, toutes ces personnes qui sont entrées en contact avec des extraterrestres sont confrontées à ces faits merveilleux et elles ont pu ainsi comprendre au cours de leur vie la raison de leur présence ici. C'est aussi ce qui a été dit à George Adamski, qu'il devait être un pionnier dans le domaine des ovnis, parce que dans son développement, la race humaine fait maintenant face à de grands problèmes. Our first face-to-face contact with a member of your race in modern times was a man called George Adamski. He was chosen because of his astronomical awareness and placid naivete, coupled with a cosmological awareness. During our contact, he was told many things which he was asked to pass on to mankind, and was forewarned of the ridicule he would be exposed to. He showed high integrity and learned quickly the significance of our intentions. He was the ideal subject for our first contact. He created a chain reaction of awareness which continues to spread at the present time. He was the first seed sown by us to open the eyes of your world. La première chose qui m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose d'autre qui se passait, c'est le résultat de la première apparition. Après ça, utilisant mon esprit policier, j'ai regardé dans la région où j'avais vu cette chose. Et durant quelque temps, j'en ai revu plusieurs. Ce devait être un événement assez régulier. Et je les ai vus d'assez près. Je les ai vus faire des figures aériennes, presque occasionnellement, comme si c'était pour moi, au-dessus des collines, très éloignées. À une occasion, l'un d'eux est passé et a volé au-dessus de ma tête. Je lui ai fait des signaux avec ma torche. La chose a fait demi-tour, est revenue, et une fois au-dessus de ma tête, elle n'était qu'à environ 7,50 mètres au-dessus du sol. Il y a eu une grosse lumière à l'avant, en forme d'ellipse. Une fois arrivé près de moi, la lumière a cru en intensité, affaibli, a augmenté en intensité et a diminué à nouveau. Comme s'il me rendait mon signal. Et puis il a tourné et est reparti. J'ai su à ce moment-là que c'était une machine contrôlée par une intelligence qui avait reconnu mon signal. J'étais certain, avant ce jour-là, qu'il y avait des appareils extraterrestres dans le ciel. Mais cette expérience m'en a vraiment convaincu. Alors d'où viennent nos visiteurs extraterrestres? Est-il possible qu'ils aient été là? Si oui, où? La science se tourne aujourd'hui vers de nouveaux secteurs de la réalité et des dimensions jusque-là inconnues. Avec cette nouvelle approche scientifique, des réponses longtemps cherchées aux mystères de l'univers sont maintenant connues. Thomas Burden travaille dans ce domaine de la science et il a actuellement concentré ses recherches sur la gravité biologique, une nouvelle biophysique. Thomas Burden, scientifique. La majeure partie ou une portion significative du public a au moins eu des expériences peu communes dans la vie.
dans tous les domaines, expérience de contact, expérience paranormale, expérience parapsychologique, tout ce qu'on peut imaginer, expérience religieuse, mystique et ainsi de suite. Une part du public est bien sûr simplement curieuse de ces choses et n'a pas eu d'expérience à proprement parler. Pour expliquer la chose à laquelle vous êtes confronté quand vous avez une telle expérience, j'utilise l'analogie des 5 aveugles et de l'éléphant. On nous a inculqué et enseigné depuis notre prime enfance que la réalité est unique, qu'elle est d'une seule pièce, comme un univers mécanique, qu'elle fonctionne comme une horloge. On la remonte et ensuite elle va dans un certain sens. Tout est mécanique, robotisé, mais ce n'est pas vrai. Elle est aussi malléable que possible et le travail de Whittaker montre que vous pouvez la construire et en faire ce que vous voulez, un paradis ou un enfer. En fait, la chose avec laquelle nous traitons, c'est un univers avec beaucoup plus de dimensions. Ce que nous avons, en fait, c'est une réalité hyperdimensionnelle. Il n'y a plus de dimensions que celles que nous voyons normalement dans un coin, longueur, largeur, hauteur. Il existe vraiment des dimensions cachées que nous ne pouvons voir, et la physique moderne a pour tâche de représenter ces dimensions pour des théories diverses. Des pilotes de lignes civiles et militaires du monde entier ont fréquemment signalé avoir eu des expériences peu communes dans le ciel, incluant des contacts avec des ovnis. Le 19 septembre 1979, un ovni a suivi un appareil militaire au-dessus de l'Allemagne. Voici un gros plan de l'objet. Ce bombardier B-52 survolait la base aérienne d'Edwards en Californie en 1954 quand un ovni a été vu près de l'appareil. Gros plan de l'OVNI. De nombreux pilotes de bombardiers B-52 ont rapporté avoir vu des ovnis. Celui-ci a été photographié à 12 000 pieds en juin 1966 au-dessus de l'Utah par le pilote Williams. Un avion survolant le Venezuela a eu un contact rapproché avec un ovni. Cette photo a été prise de l'appareil. En juin 1976, un Concorde de la British Airways était filmé en vol quand un petit ovni est apparu. Après avoir manœuvré autour de l'appareil d'une manière indiquant qu'il était contrôlé par une intelligence, l'ovni a disparu au loin à grande vitesse. Tout l'équipage en a été témoin. Voici l'incident au ralenti. Parmi les centaines d'ovnis signalés chaque année par les pilotes, le plus étonnant a été filmé sur un appareil commercial par un passager, John Oldfield, tandis que l'avion se trouvait à 9000 pieds au-dessus de Stratford, en Angleterre, le 2 juin 1966. Le film montre la capacité de l'objet à réaliser des prouesses d'accélération bien au-delà de nos possibilités actuelles. Voici le film au ralenti. Cette photo a été prise le 7 février 1979 à l'aéroport de Zurich, quand un ovni lumineux a surgi devant un appareil. Le 14 avril 1977, un pilote de ligne suisse a eu une rencontre avec un ovni. Hans-Georg Schmid a soudain vu un objet approcher rapidement de son appareil. Il s'est arrêté à environ 5 km de lui, brillant intensément et a ensuite disparu. Les unités de radar au sol, civiles et militaires qui suivaient la trace de l'objet, ont plus tard informé le pilote qu'il se déplaçait à 5 fois la vitesse du son. Qui ont tombé des parachutes avec des flashs. Jamais quelque chose comme ça. Jamais. Je ne peux pas dire qu'est-ce que c'était. À 21h, le 4 janvier 1988, le capitaine Dovi Stahl a repéré une lumière dans le ciel au-dessus de sa position. L'objet a semblé descendre et a ensuite commencé à se balancer de droite à gauche, après quoi il est remonté à sa position initiale. Les pilotes, témoins de ce genre de phénomène, sont priés de faire un rapport officiel mais confidentiel. Voici l'un des premiers films d'OVNI. Les mouvements brusques de l'objet montrent des changements de vitesse et de direction presque instantanés qui ont suscité curiosité et confusion parmi le public et la communauté scientifique, aucun appareil terrestre de l'époque ne pouvant réaliser cela.
Tandis qu'il filmait d'un hélicoptère pour le compte de la marine américaine le 15 avril 1966, le photographe professionnel Lee Hanson a tourné ses images d'un objet volant au-dessus de l'île de Catalina, en Californie. L'engin n'avait ni aile ni empennage et faisait 9 mètres de diamètre et se déplaçait à environ 250 km/h. Aucun signe de système de propulsion n'était visible. Ce film, pris par James Waters au Colorado le 23 juillet 1963, montre un ovni se déplaçant dans le ciel à très grande vitesse, suivi par un second. Voici le même film au ralenti. Une analyse a montré qu'aucun appareil terrestre ne pouvait voler aussi vite. Fin décembre 1978, un nombre record d'ovnis a été signalé par les opérateurs radars et des pilotes dans la région de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Juste avant minuit, le 30 décembre 1978, le journaliste Quentin Fogarty et une équipe de télévision s'envolent à destination de Christchurch. Peu après le décollage, Fogarty est informé par le radar au sol qu'ils sont suivis par plusieurs ovnis. Durant le vol de 50 minutes, les ovnis ont été vus et filmés par l'équipe et l'équipage. Les descriptions parlent d'une base lumineuse et d'un sommet transparent. Les objets réalisaient d'incroyables figures aériennes. Ce plan fixe a été tiré du film. Present in your skies for hundreds of Earth years, but because of camouflage devices, you have been unable to observe us. Your cosmic evolution has now developed and the time has arrived for you to ascertain the existence of other life in your universe, resulting in us making our presence known to you. Our choice of contacts has been governed by their spiritual ability to comprehend our manifestations without anxiety or aggression. The movements of our vehicles in the air, which you find so strange, is due to the fact that we have overcome the force which you call inertia and can fly in any direction instantly without experiencing any form of pressure change. Our propulsion systems work on the principle of electromagnetism, where gravity is of no significance. The 3 spheres sometimes seen below our craft are our drive systems, but can be detached individually to function as surveillance probes. The magnetic pole within the axis of our craft has many functions. It contains periscopic lenses for high magnitude observation and assists in the absorption of static power for recharging purposes. J'ai la nette impression que la civilisation humanoïde va très probablement essayer de trouver d'autres civilisations humanoïdes dans la Voie lactée. Si nous prenons seulement la Voie lactée comme notre espace de voyage, je ne parle pas de civilisation extragalactique, la possibilité de trouver des civilisations humanoïdes serait toujours intéressante. Tout comme nos astronautes que nous envoyons au loin à la recherche de la vie, nous essaierons probablement de trouver une vie qui soit elle aussi humanoïde. Si un astronaute a l'occasion de trouver une planète avec une vie végétale ou animale, ou une planète avec une vie humanoïde, il est probable qu'il aille sur la planète où il y a une vie humanoïde. Et donc, ça ne devrait pas nous surprendre que les visiteurs extraterrestres soient toujours décrits comme humanoïdes. La série de photos et de films qui suit a été prise par des astronautes. Pendant leur séjour dans l'espace, ils ont eu de nombreuses rencontres avec des ovnis et celles-ci sont aujourd'hui révélées après des dizaines d'années de silence. C'est lors du vol spatial de Gemini 4 le 3 juin 1966 que l'astronaute James McDivitt a pris cette photo d'un objet cylindrique. Lors de la mission de Gemini 7, l'astronaute Frank Borman a vu ces 2 objets volants en formation. Lors de la mission Mercury 1, le 20 février 1962, John Glenn a pris cette photo de 2 objets étincelants.
Lors de la mission Gemini 11, le 13 septembre 1966, Pete Conrad et Richard Gordon ont observé un groupe d'ovnis près de leur capsule. Ils les ont décrits comme grands et très brillants. Au cours de la mission Apollo 11, en juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont vu ces deux ovnis en orbite autour de la Lune. Les astronautes ont filmé ces extraordinaires objets brillants depuis Apollo 11 et ont rapporté au centre spatial Johnson de Houston, au Texas, que les ovnis les avaient même accompagnés jusqu'à la Lune. De nombreux astronautes ont fait leur propre film au cours de leur mission dans l'espace. Ce film, pris par James McDivitt, montre sur un seul plan assez long les remarquables capacités acrobatiques des ovnis. Les astronautes rencontrent des ovnis si régulièrement qu'ils font maintenant partie de leur vie quotidienne. Pourtant, des consignes leur interdisent de parler de ces rencontres au public. L'un des premiers à rompre le silence est l'ancien astronaute Brian O'Leary, professeur de physique et astronome à l'université de Princeton. Il a proposé pour la première fois de parler de la réalité de ces visiteurs venus d'un autre monde. Brian O'Leary. Ce que je sais de ma propre expérience et des recherches et des études scientifiques, c'est que le phénomène OVNI et certains autres événements sont une réalité, si incroyable que cela puisse paraître. C'est finalement arrivé. Le premier homme a posé le pied sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme. Un bond de géant pour l'humanité. Pendant leur marche sur la Lune, un grand ovni éclatant de lumière s'est arrêté au-dessus de leur tête. Alors qu'ils étaient en orbite autour de la Lune, un grand objet est resté visible assez longtemps avant de disparaître soudainement. Cet ovni a été vu au-dessus du site d'atterrissage. Cet ovni en forme de cigare a été photographié depuis le module de commande en orbite autour de la Lune. Lors du vol primordial d'Apollo 11, les astronautes ont plusieurs fois rapporté au centre de contrôle de la mission qu'ils étaient escortés par des objets volants non identifiés. Après s'être posés sur la Lune, les astronautes ont déclaré que les ovnis étaient toujours présents à bonne distance au-dessus d'un énorme cratère. Ils étaient très conscients d'avoir été observés tout au long de leur mission. Also like Sun Valley Camp. Yeah, powder. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. May's the month. May, that's right. May is the year of the month. When much to my surprise, a pair of the eyes. Hello, Orion, this is Houston. Hi there, we lost you for a while. Yeah, we sure did. Ce bond de géant jusqu'à la Lune a marqué la naissance de l'ère spatiale. Les voyages dans l'espace ont ouvert à l'humanité des possibilités sans nombre d'explorer de nouvelles frontières. La NASA projette déjà de développer des colonies sur certaines planètes, à commencer par Mars. Professeur Jesko von Puttkamer, spécialiste de l'espace au bureau directeur de la NASA. L'espace offre une croissance illimitée. On ne peut obliger une forme vivante quelconque à cesser de grandir. Les gens ont besoin de croître, d'avoir plus de place et de nouvelles frontières, et l'accès à l'espace le leur fournit. Donc, la Lune, et en particulier Mars, en tant que nouvel environnement, apporteront l'espoir aux futures générations dans de nombreuses décennies dans l'avenir, de pouvoir continuer à se développer. Si nous ne le faisons pas, la Terre restant limitée, notre race devra cesser de croître, totalement, complètement. Autrement, nous détruirions l'environnement et je doute que cette proposition de cesser de croître soit acceptée par toute forme vivante, y compris les humains. Les gens veulent s'épanouir, avoir des enfants. L'influence compulsive de nos origines est l'énergie qui alimente la vie elle-même.
Le but de notre existence est de nous rapprocher toujours plus de la source de la création par l'expansion de nos horizons et de nos espèces, et d'explorer les frontières de l'infini qui constituent notre héritage. Professeur Jesko von Puttkamer. L'autre aspect de la question, c'est que pour poursuivre notre croissance intérieure, nous devons avancer à l'extérieur. En ce qui me concerne, j'ai toujours été convaincu que pour chaque pas fait à l'extérieur, nous devions aussi faire un pas à l'intérieur, rentrer en nous-mêmes. Il nous est impossible d'aller explorer Mars ou d'aller explorer l'univers si en même temps nous ne nous explorons pas nous-mêmes pour devenir des êtres plus complexes, mieux cernés, plus respectueux. Ce n'est pas vraiment une nécessité, je crois que c'est plutôt une fatalité, c'est une loi naturelle, qui dit que si nous faisons un pas en direction de Jupiter ou de Mars, et si nous envoyons nos sondes spatiales, nous allons changer, que nous le voulions ou non. C'est un changement dans la conscience. Et nous allons commencer à nous poser des questions auxquelles nous n'avions jamais pensé. Rien que de voir la Terre de l'espace comme une seule petite balle de ping-pong a déjà causé une révolution dans le domaine de l'environnement. Les protecteurs de l'environnement ont mis la photo de la Terre vue de l'espace sur leur bannière, comme un symbole, un mandala. Alors l'espace et son effet de recul, donc la vue de la Terre à partir de l'espace, a aidé à engager une révolution de la conscience de la Terre, les gens la considérant maintenant comme un vaisseau spatial vulnérable qui a besoin d'être réparé et entretenu. Voici quelques impressions d'astronautes qui pour la première fois voient la Terre. En regardant notre magnifique planète, on est frappé par la beauté de l'endroit où nous sommes nés. C'est une splendide planète vivante qui traverse le grand vide noir de l'espace. J'ai compris que l'homme avait besoin de recul pour connaître la Terre, pour voir ce qu'il ne peut voir de près. Pas seulement regarder sa beauté, mais aussi pour s'assurer qu'il ne nuit pas à la nature de façon irréversible. Le premier jour dans l'espace, nous nous montrions nos pays respectifs. Le troisième ou le quatrième jour, nous ne désignions plus que nos continents. Mais le cinquième jour, nous ne regardions plus qu'une seule et même terre. La Terre est une gamme de couleurs. Vous en voyez les couleurs et votre âme les ressent comme une musique. Elle est tellement vulnérable qu'il faut en prendre soin. Cependant, un autre astronaute a dit, dans ce silence total de l'espace, des questions essentielles jaillissent du plus profond de nous-mêmes. Où est ma place dans tout ceci? Que signifie je, moi? Chris Grescom. Tous les enfants sont avides d'explorer l'univers parce que c'est une reconnaissance inconsciente que l'univers est notre source et que nous appartenons à quelque chose de plus grand que les dernières limites de notre monde physique et de notre environnement immédiat. Tout être humain regarde les étoiles la nuit et se demande s'il y a quelque chose là-bas qui peut être contacté, qui peut nous aider à comprendre le mystère de la vie et même le but de notre existence. Au cœur de ce miracle vivant qu'est la création, la science a commencé à déceler la présence d'autres dimensions d'existence vivant dans des mondes parallèles aux nôtres. Cela signifie que dans l'espace qu'occupe notre système solaire, d'autres systèmes solaires peuvent exister avec une vibration différente. Tout ce qui arrive dans ce monde a une influence sur les autres mondes à un certain degré.
inability to imagine the concept of our technology restricts your understanding of intergalactic travel. Movement through time and space is a natural result of our scientific achievement. The existence of parallel worlds with one race living in the same space as another is not yet fully understood on Earth. Our craft move from dimension to dimension by altering our state of molecular vibration and merging with the new one. This action gives the impression that we suddenly appear or disappear from your sky. Speed is of no significance in space travel. All movement is achieved by molecular interchange. When we come from other dimensions, we materialize and become visible to you. We sometimes do this to make mankind slowly aware that he is not alone. You see many of our smaller craft in the lower atmosphere, but these come from much larger motherships of many sizes which are stationed around the Earth. Les vaisseaux mers pénètrent très rarement dans l'atmosphère terrestre, mais exceptionnellement, un tel vaisseau volant à basse altitude au-dessus de l'Allemagne en 1980 a pu être filmé. L'objet a été vu par d'autres témoins dans un village des alentours qui ont déclaré avoir vu 3 appareils plus petits sortir du premier. Ils ont rapporté que l'appareil faisait au moins 30 mètres de long. Ce film d'un vaisseau mer en forme de cigare a été pris à Rhode Island en Amérique le 3 juin 1967. Le balancement du vaisseau est commun à la plupart des apparitions d'OVNI. Des appareils de cette taille et de cette forme ont été signalés partout dans le monde. Cette photo aérienne a été prise par Inaki Osis lors d'un vol à 8000 pieds d'altitude le 13 février 1968. C'est probablement le même vaisseau mer en forme de cigare qui a été photographié au Texas 10 jours plus tard. Durant les quelques jours suivants, un objet répondant à la même description a été signalé par plusieurs témoins. Life aboard our motherships is ruled by a mixture of self-discipline, love of each other, and the merging of all spirits into one. Every need is catered for in respect of rest, recreation, and meditation of the soul. Illness does not prevail, but analyzation and antidotal equipment is always ready in case of unexpected or unknown space microbes attacking the craft or our bodies. Our food is comprised of a rotation of the many choices available on our own planet, but does not include the flesh of other life forms. We do occasionally take the fruit of certain organic trees and shrubs found on other planets, but only when they are known to be totally safe and pollution-free. Our water on the craft is produced by cosmic conversion. All byproducts are disposed of by the disintegration of the composite molecules. The psychological spirit of each of us is at one with the elements which surround us. And when we are at one with our universe, we are at peace. The evolution of your civilization has reached a critical stage. With the discovery of the matter reaction known as nuclear fission, you inherited a source of great destructive potential. Such power must be controlled by wisdom and foresight. Your inventive ability has advanced beyond your fundamental power of reason. This syndrome existed on certain other worlds, resulting in their destruction. This guidance is given to you in order that you may realize that energy is your friend, but must be kept under control. Otherwise, it will be your enemy. There are people among you who are realizing new concepts of science, which would solve the Earth's problems. This technology is in harmony with nature, and therefore could only serve your needs in a positive way, never creating problems or causing harm. Each of you interacts with the cosmos. This realization will bring you to a higher level of global consciousness. It's in your power to make the Earth once more a peaceful, thriving planet, which all of us know is one of the most precious jewels of the universe.
D'autres civilisations essaient de nous convaincre que la technologie a un but plus constructif quand elle est utilisée dans l'intérêt de tous. Nous avons atteint le stade où il faut nous demander si nous sommes prêts à vivre dans un monde où c'est l'usage de la technologie destructive qui dicte le développement de notre planète. Thomas Burdен. Demandons-nous ce que la technologie qui est utilisée dans le monde d'aujourd'hui essaie vraiment de faire. Dans la science. À la base, elle essaie de développer des outils qui soient de plus en plus performants, de plus en plus petits, de moins en moins chers et de plus en plus faciles à fabriquer. Si nous allons jusqu'au bout, où cela va-t-il nous mener? À la situation suivante. Les outils deviennent si performants qu'utilisés comme des armes, ils peuvent détruire la Terre. Ils deviennent si petits qu'une personne peut en détenir un capable de détruire la Terre entre ses mains tellement c'est petit. Ils deviennent si bon marché qu'ils valent peut-être $3 000 à peine, ce qui fait que de nombreux citoyens peuvent se les offrir. Au lieu d'acheter une voiture, ils peuvent en acheter 3 ou 4. Et ils deviennent si simples qu'il y a plusieurs centaines de milliers de techniciens correctement formés qui, changeant d'état d'esprit, peuvent construire de tels dispositifs. Nous approchons peu à peu de ce stade. Nous allons bientôt l'atteindre. Nous pouvons progresser et résoudre ou réduire l'inhumanité de l'homme envers ses semblables et l'hostilité et l'armement du monde d'aujourd'hui. Si nous ne le faisons pas, nous ne survivrons pas à notre propre technologie. La puissance de nos outils se retournera contre nous à cause des gens sans moralité. Et nous nous détruirons. L'homme est maître de son destin. Les visiteurs extraterrestres ont pleinement compris les forces de la nature et les ont harmonisées avec les nombreuses variations des 4 éléments, l'énergie créative universelle et leur conception plus élevée. Nous commençons maintenant à comprendre que cette totale connaissance du cosmos doit être à la base de notre nouvelle science. Thomas Burdен. La vie est abondante dans le cosmos. C'est du moins ce que je crois. Par exemple, dans la mécanique quantique. La vision moderne du vide, c'est que, à l'intérieur de ce que nous pensons être le néant, il apparaît constamment une petite particule, une petite forme, un groupe de particules. Et qu'ensuite, elles disparaissent presque instantanément, si vite que nous ne pouvons ni les capturer, ni les mesurer. Mais elles existent vraiment. Nous avons des expériences qui le prouvent. Et elles apparaissent et disparaissent continuellement, et cela à un rythme incroyable. Et n'importe quelle forme que vous puissiez imaginer apparaît de temps en temps dans ce vide. N'importe quel être vivant, n'importe quelle molécule de matière, n'importe quel atome d'or, une automobile, n'importe quoi, un être vivant, un animal, apparaît là à un certain rythme, une certaine fréquence. Et donc ce que nous avons, ce sont des choses appelées images fantômes. Et si nous regardons bien, c'est un domaine dans lequel la plupart des physiciens quantiques sont très mal à l'aise. Mais pourtant c'est vrai. Et donc si nous considérons cela, nous devons alors parler de densité, de réalité. Ces choses peuvent être denses dans un plan extérieur. Et quand nous disons qu'une chose est observable, réelle, physique, ce que nous voulons dire, c'est qu'elle est très dense comparée à ces images fantômes. Mais les images fantômes sont réelles. En théorie, si vous leur ajoutez de l'énergie, pour qu'elles aient plus de densité, vous pouvez matérialiser n'importe quelle forme que ce soit. Nous conclurons en montrant que, dans l'espace-temps, la réalité de ces choses, la pensée, le cerveau et l'esprit existent en temps aussi bien qu'en matière. Et donc il y a au moins une dimension commune si nous considérons le temps comme une dimension. Et les images fantômes, qui sont même des images spirituelles, peuvent donc aussi, en théorie, être matérialisées si on leur insuffle suffisamment d'énergie. L'énergie du cosmos est présente en toutes choses. Elle est la force qui entoure notre existence même. Elle fait partie intégrante de la substance de la vie et contient la mémoire de tout ce qui se passe dans l'univers. Le champ magnétique présent dans toute substance interagit avec cette force et s'imprègne de cette mémoire. De ce fait, une évolution inconnue ayant lieu dans un secteur peut être liée à un autre secteur éloigné sans qu'il n'y ait aucun contact physique.
La percée effectuée par le docteur Rupert Sheldrake avec la découverte de la mémoire de la nature supprime les frontières entre l'homme et le cosmos, prouvant ainsi qu'il est une partie du filet inextricable de l'énergie et de la mémoire dans lequel l'homme n'est plus prisonnier de son concept conventionnel du temps. Thomas Burden. Je crois que les recherches de Sheldrake sont très significatives. Il a simplement appelé ça un champ morphogénétique, un champ qui génère une force. Peu à peu, sur une très grande période, il accumule un antidote pour ce qui va mal chez une espèce, par exemple, dans un système. Prenons l'idée fondamentale suivante. Les parties d'un système, bien qu'étant séparées dans l'espace, si elles sont reliées par un potentiel quantique, agissent ensemble comme s'ils étaient partiellement reliés au même système local et pas séparés du tout. Et donc je crois que les implications dans le domaine de la physique sont passionnantes, car nous parlons ici d'une physique qui est un ordre de grandeur plus profond et plus fondamental que la physique que nous avons aujourd'hui. Et étant donné qu'on ne peut échapper au champ morphogénétique, c'est le stimulant qui poussera nos physiciens à rechercher le véritable mécanisme qui provoque cela. Et quand ils auront compris, qu'ils auront accepté et qu'ils auront appris à travailler avec, ils auront une nouvelle physique plus fondamentale qui pourra servir à améliorer la vie quotidienne. C'est le sens du travail de Sheldrake. Nous sommes reliés à une conscience universelle à travers chacun de nos actes et chacune de nos pensées. Cela crée une force qui gouverne notre évolution au-delà du temps et de l'espace. Chris Griscom. La conscience est illimitée. Nous avons une foule de niveaux de conscience, de connaissance. Par exemple, nous pouvons penser, et c'est une forme de conscience. Nous pouvons sentir émotionnellement, et c'en est une autre. À côté de ça, existe une conscience qui s'étend au-delà de notre corps physique. Notre conscience, cette étincelle de vie que nous portons tout au long de la vie, ne s'achève pas quand le corps s'éteint. Pas plus qu'elle n'est prisonnière du corps. Par exemple, quand vous dormez, votre conscience voyage en dehors de vous. Quand vous aimez, quand vous êtes relié à des membres de votre famille, ou même à des gens à l'autre bout du monde, votre conscience se prolonge au-delà du domaine physique et perçoit les choses. Nous avons dans le cerveau un système appelé la substance réticulée activatrice. Et quand nous rencontrons une chose nouvelle, il l'enregistre. Il enregistre toutes les réponses et les réactions que nos parents ont avec le monde extérieur quand nous sommes enfants. Nous enregistrons aussi ce qui nous arrive pendant nos rêves. Quand un niveau de notre corps, que nous appelons le corps astral, et qui ressemble beaucoup au corps physique, mais qui est constitué de l'énergie électromagnétique du corps, voyage au-delà de nous-mêmes, dans d'autres dimensions, d'autres octaves, et nous ramène des informations. Souvent, nous appelons cela des informations télépathiques. Nous ignorons pourquoi nous savons une chose, mais le cerveau ne fait qu'enregistrer ce qui est accessible dans ces mondes invisibles. C'est une part importante du potentiel humain. Ça appartient à chacun de nous. Tous les enfants la possèdent. Si vous réfléchissez, vous savez tous que parfois on ressent et on reconnaît des choses qui viennent de plus loin que les limites du corps physique. Et c'est votre conscience universelle qui vous accompagne au-delà de la mort de votre véhicule humain.
We are your brothers of space and time, who come extending the hand of friendship to greet our cosmic neighbors. We have watched from afar as you deal with the growing pains of your young race. We see you are moving to a higher level of understanding in accordance with cosmic law. You are on the threshold of joining us on the universal journey, and we wait patiently for this momentous step in your evolutionary progress. Ce serait le summum de l'orgueil humain que de conclure que nous sommes seuls dans une aussi vaste galaxie, dans cet univers infini qui nous entoure. Le temps n'est qu'une illusion. Le temps se déroule sur lui-même dans un arc sans fin, où le passé et l'avenir se jettent, la tête la première, ensemble dans le présent. Ils ne sont pas que nos sources de conscience au-delà de nous-mêmes, même sur cette planète, et certainement sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies. Certaines doivent être plus avancées que nous. Tous les grands livres qui traitent de notre histoire et qui ont même approché notre préhistoire mentionnent que constamment, si nous regardons les éons du temps, il y a eu des visites d'autres êtres qui ont ensemencé notre race, qui ont accéléré notre race, pour que nous puissions comprendre qui nous sommes, comment nous vivons, et l'importance de nos pensées et de nos manifestations, non seulement sur nous-mêmes, en petits groupes, ou sur la planète entière, mais sur notre planète en tant que partie du voisinage de l'univers. Nous pouvons, et nous avons, depuis très longtemps, pu nous entretenir avec ces races. Nous avons l'occasion maintenant de faire naître activement une relation avec eux et d'accéder à tout ce qu'ils peuvent nous offrir, nous apprendre, pas seulement sur les lois de la matière et leurs manifestations, sur les mondes invisibles qui évoluent dans les mondes visibles, sur la compréhension des radiations, sur notre place dans l'univers. Mais nous aussi avons quelque chose à leur offrir, parce que l'expérience humaine est unique. C'est ce que nous appelons la planète du cœur. Nous avons un corps émotionnel, nous avons une relation spirituelle divine, les uns avec les autres, qui parlent de la source de vie, l'énergie vitale elle-même. À cause de cette énergie unique qui vient de l'énergie émotionnelle, spirituelle, nous attirons dans cette partie de la galaxie de nombreuses civilisations de races uniques qui viennent pour extraire ce que nous avons appris sur l'expression de l'énergie vitale. Nous ne sommes qu'une des nombreuses races, qu'une des expressions de la vie, et plus nous étendons notre conscience, plus nous pouvons rejoindre les autres. Et même plus nous pouvons muter, ou provoquer l'évolution de notre propre race vers une octave plus réussie. Pas seulement pour survivre sur cette petite planète, mais peut-être même dans un avenir très proche pour survivre en tant qu'hôte d'autres planètes, d'autres galaxies.